Après la démonstration en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille peut-il enchaîner en Ligue 1? L'Olympique de Marseille peut-il nous offrir une lutte au titre? On en parle. Mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo hebdomadaire footballistique. Voilà, on est peinard, tranquillement installé dans ce mercredi midi pour parler un petit peu Ligue 1 et Ligue 2. Tous ensemble dans cette petite vidéo, on va pronostiquer la journée qui arrive de Ligue 1, je me souviens plus, je crois que c'est la 7ème journée qui arrive, c'est la 7ème journée, je l'ai juste devant moi, tranquillement, pour pouvoir discuter de tout ça. On est mercredi matin, donc je n'ai pas vu le match de l'AS Monaco ni du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, mais on a vu l'Olympique de Marseille hier s'imposer contre l'Ajax Amsterdam, grosse victoire des Olympiens 4-0, ça c'est fixé, et on va pouvoir tranquillement échanger sur la Ligue 1. Avant ça, vous pouvez nous retrouver sur Spotify pour nous écouter plutôt que nous voir, vous pouvez nous retrouver sur Twitch, par le Football Manager, donc mercredi après-midi, cet après-midi, vendredi après-midi, voilà, une petite carrière, on discute tranquillement, on a pris du plaisir sur ces 4 premiers épisodes où on est en National 2 avec un milieu de terrain avec nous Sankaré, Clément Grenier, je peux vous dire qu'on se régale, donc vous pouvez nous rejoindre sur Twitch, ça fait toujours plaisir, et nous on va pouvoir attaquer tranquillement cette journée de Ligue 1, 7ème journée de Ligue 1, qui va s'ouvrir par un Paris FC Lorient, mais avant ça, pour nous concurrencer sur les points de Ligue 1, vous pouvez nous rejoindre sur cette Ligue MPP. Je viens d'y penser là tout de suite. Donc je vais vous afficher le classement tout de suite de cette Ligue MPP où je suis 7ème. J'ai fait une journée 6 cataclysmique. Je crois que j'ai eu 3 bons résultats. J'ai eu PSG, j'ai eu le match nul du dimanche soir et le match nul du Nantes-Toulouse, je crois. Donc c'était vraiment une journée catastrophique. On salue les 3 premiers. Adri, qu'on salue, qui était sur live Twitch, qui m'a appris que Yohan Molo était le cousin d'André-Pierre Gignac. Donc ça c'est une belle anecdote que je ne connaissais pas. Jean est là, alors il devait être là aujourd'hui, mais emploi du temps chargé, donc on a décalé, mais il est toujours 2ème, supporter de l'Inde avant de Guingamp, donc il a dû passer un bon samedi soir. Et Béa Bap, en fait, je sais juste pas dire. 29, supporter Clermontois qui est en tête. Donc félicitations à toi, on espère que tu vas la rester. Belle lutte qui s'annonce, on va essayer de remonter. Melvin de son côté est 15ème. C'est compliqué, mais on s'accroche tranquillement pour ces pronos Ligue MPP. Vous pouvez rejoindre, toutes les infos sont en commentaire, bien évidemment. Bon, bref, on va passer à cette 7ème journée de Ligue 1 qui s'ouvre assez... de manière assez originale avec un Paris FC Lorient du côté de Jean Bouin. C'est vrai que le Paris FC Lorient, on les retrouve très peu le vendredi soir, on les retrouve souvent dans le multi du dimanche à 17h15 ou le dimanche à 15h en ouverture. Donc ça fait plaisir de retrouver quand même 2 clubs différents pour cette ouverture du vendredi soir. Les matchs de Coupe d'Europe font que il y a plein d'équipes qui sont décalées au dimanche forcément. C'est pour ça que le Paris FC Lorient se retrouve en ouverture de cette 7ème journée, 20h45 du côté de Jean Bouin. Le Paris FC, je vais vous l'afficher juste à l'écran, tac, est sorti d'un match nul à Nice, a arraché un match nul grâce à un penalty de Jean-Philippe Crasso à Nice. Alors performance pas hyper convaincante des Niçois. Le Paris FC aurait pu prétendre à mieux, mais ils ont quand même fait le job pour arracher au moins un petit point du côté de l'Alliance Riviera. Le FC Lorient, lui, a cartonné Monaco. Très belle prestation de Lorientais, alors qu'ils ont été en supériorité numérique rapidement. On en reviendra quand on parlera de Monaco, mais Lorient fait le job, 3-1, des buts marqués surtout, ça c'est important, parce qu'il n'avait plus gagné en Ligue 1, je crois, depuis la victoire contre Rennes en infériorité numérique, il me semble, donc ça va faire du bien au Lorientais qui du coup au classement remonte à la 13ème place avec 7 points, 2 points d'avance sur Nantes barragiste et sur Angers premier relégable, donc un petit matelas de prix. De son côté le Paris FC 11ème avec 7 points également, étant de milieu de tableau. Alors pour le Paris FC, sont pas si... En fait, bon, on est en début de saison, donc on va pas tirer de conclusions hâtives, le classement est extrêmement serré, donc une victoire et tu remontes très haut, et une défaite et tu descends très bas. Mais je mettrais peut-être une pièce sur ce Paris FC qui, je trouve, depuis le début est de plus en plus convaincant, avec une belle entrée notamment de Jonathan Iconé lors de ses matchs contre l'OGC Nice. Voilà, où il continue à se mettre en canne petit à petit l'ancien Lillois. Il y a un trio d'attaque, Moses Simons, Goebbels et Kebal, qui n'a pas été hyper bon. Qui sont sortis les 3 d'ailleurs, et c'était assez mérité cette sortie, donc forcément, si derrière tu as des entrants qui amènent quelque chose, c'est intéressant pour Stéphane Gilly. Vincent Marchetti était de côté pour avoir fait chute au staff lors de rencontres, je ne sais plus contre qui, parce qu'il devait sortir pendant une rencontre, ça lui a pas plu, du coup quand il a marqué, il a fait chute au staff, bon. Ça s'est même passé pour Stéphane Gilly, ça fait 2 matchs qu'il est mis de côté, donc au milieu de terrain on retrouve également Camara, Lesmelou et Maxime Lopez. Amari Traoré va tranquillement monter en puissance, je pense, du côté du Paris FC, il faut lui laisser un peu de match pour se remettre en canne, il est sorti une grosse blessure, alors l'an passé il y a 2 ans, donc forcément le temps qu'il se remette un petit peu en jambes, ça va arriver.
Et Lorient, comme je disais, sort d'une grosse victoire 3-1 contre Monaco. Très intéressant les Lorientais, qui se sont pris de la confiance. Un Pablo Pagis qui était mais monstrueux, évidemment, tout le monde a comparé ça à son papa. Ça faisait 15 ans, je crois, ou 16 ans qu'on n'avait pas vu un doublé d'un Pagis en Ligue 1. Pour vous dire à quel point ça remonte très très loin. Un second but magnifique, un premier également où il fait largement le café. Il a été extrêmement bon. Au moustoir, ça prend des points. Ça, c'est des points très intéressants pour Lorient parce que tu prends des points contre une équipe qui est pas censée être dans ton championnat, entre guillemets, donc c'est un peu des points bonus. Et ben ils ont fait le job. Mais ce week-end, je vais parier alors, sur une victoire du Paris FC. Je prends juste mon MPP, voilà, juste ici. Je vais mettre victoire 2-1 du Paris FC. Pareil, match serré quand même, parce que Lorient peut accrocher, mais j'attends d'en voir un peu plus pour Lorient. Vous savez très bien que mes paris sont catastrophiques, donc supporters lorientais, ne soyez pas alarmés. Le Paris FC, je les vois bien s'imposer 2-1 pour la deuxième à domicile, ou troisième à domicile, pas à Jean-Bouin. Il faut prendre ses points du coup à domicile, il faut que le Paris FC prenne ses marques dans son nouveau stade. Forcément, nouvelle pelouse, nouveau stade, nouveau championnat, parce que retour en Ligue 1, donc forcément, ça va prendre peut-être un peu de temps, mais je vais les voir bien s'imposer ce week-end et aller chercher une victoire importante. Hop, j'essaie de ma tête un peu grosse, voilà, le melon, le mec qui met une grosse tête. Non, hop, tac, on le fiche à côté du Paris FC et on enchaîne sur la journée sur le match suivant, pardon, qui est le samedi à 17h et c'est l'Olympique de Marseille qui se déplace du côté du FC Metz. Alors, Marseille a fait largement le café en Ligue des Champions, victoire 4-0 contre l'Ajax, net sans bavure. Igor Paksao qui a montré pourquoi il avait été recruté du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, qui a montré que dans la finition c'était ça. Il a eu quelques matchs d'adaptation, maintenant il a l'air lancé dedans. Très intéressant en Ligue des Champions, Igor Paksao. Très intéressant le jeune Belge au milieu de terrain également, qui a pallié la mise sur le banc de Pierre-Emile Holberg. Donc ça permet, Vermeuren je crois que c'était. Oui c'est Vermeuren. Donc comme ça, Roberto Zerbi peut montrer qu'il a un effectif assez complet et qu'il peut compter sur un petit peu tout le monde pour être performant. Et ça c'est très important pour Marseille qui va avoir la Ligue 1, la Ligue des Champions et peut-être une ambition du côté de la Coupe de France aussi. On sait qu'il y a les premiers tirages pour les clubs de national qui commencent à arriver là ce week-end. Enfin cette semaine, donc ça va se rapprocher petit à petit ces tours de Coupe de France pour les clubs de Ligue 1. Donc ils peuvent compter sur ça. Défensivement, Benjamin Pavard et Naïef Aguerd, ça amène tellement de sérénité et ça gomme un petit peu les faiblesses marseillaises qu'on a pu voir l'an passé, que ça soit dans l'anticipation, dans la couverture de ta ligne défensive. Naïef Aguerd est quand même très très bon sur ces points-là. Benjamin Pavard aussi amène beaucoup de confiance, c'est vraiment un taulier. Donc ça c'est très très important aussi pour l'Olympique de Marseille. Emerson fait le travail aussi, je l'ai trouvé très intéressant depuis le début de saison. On avait peut-être quelques doutes sur le fait qu'il n'avait pas beaucoup joué, est-ce qu'il est au niveau, etc. Bon, pour l'instant on est tranquille. Donc cet Olympique de Marseille arrive très confiant, sort d'une belle victoire aussi à Strasbourg, où ils sont là la chercher quand même dans les dernières minutes, pour aller gratter 3 points très importants contre un concurrent direct. Tu sors de 3 victoires consécutives en Ligue 1. Ça fait 4 victoires en 5 matchs, du coup, si tu prends en compte la Ligue des Champions. Tu as fait 3 clean sheets sur ces 5 matchs-là. Tu prends que 2 buts. Ah, c'est un Marseille qui a lancé. On a expliqué, alors je me rappelle, sur la vidéo avec Jean, on a expliqué ça avant le match contre Lyon ou juste après, que ce mois de septembre allait être capital dans la saison de l'Olympique de Marseille, qui allait vraiment montrer ce que Marseille pouvait faire cette saison. Et ben là, ils sont en train de répondre extrêmement bien présent. Ça fait plaisir de voir cette équipe jouer. Et donc, Marseille va faire le travail, je pense, à Metz. Metz qui a reçu le Havre et qui a fait un 0-0. Alors, c'était le match un peu chiant du multi, j'ai envie de dire, ce week-end. Alors, je crois que c'est ça. Le premier 0-0 de la saison, au bout de la 6e journée, c'était pas arrivé depuis la saison 1955-1956. Donc, on avait des buts partout. Et le Havre nous a offert un petit 0-0, comme il faut dans le multi. Donc voilà, Metz qui a joué contre un concurrent direct, qui n'a pas su prendre les points, c'est dommage. À domicile, ça fait le 2e consécutif, parce qu'ils avaient reçu Angers il y a quelques semaines. Et forcément, si tu prends pas les points contre les concurrents directs, enfin 3 points contre les concurrents directs, au moins t'en perds pas, mais c'est quand même dommageable pour ce FC Metz là qui n'a toujours pas gagné un match de Ligue 1. Je vous affiche quand même la petite calendrier du FC Metz. Bon, au moins t'as pas pris de but parce que tu sortais quand même t'avais toujours pas fait un clean sheet cette saison, tout simplement. T'as joué quand même quelques gros, t'as déjà joué Strasbourg, t'as déjà joué Lyon, t'as déjà joué Monaco, tu vas jouer Marseille, tu vas jouer Lille après la trêve. Après la trêve. Oui, après la trêve, pardon. Donc forcément,
ça joue dans les pattes du FC Metz, qui va avoir un calendrier peut-être un peu plus favorable sur la première partie de saison, on va dire. Mais j'avoue que je les trouve un petit peu limités, ces Messins, et je pense que contre Marseille, ça peut voler en éclats. Si Marseille continue sur ce rythme-là, s'il n'y a pas de fatigue dans les jambes, je vois Marseille s'imposer 2-0. Voilà, une petite victoire 2-0 de la part de l'Olympique de Marseille. Les hommes de Roberto Zerbi ont déjà cramé quelques jokers en début de saison, ils vont continuer sur leur lancée, et je pense qu'on va se régaler par la suite en regardant cet Olympique de Marseille pour évoluer en Ligue 1. On va enchaîner sur le match donc de samedi 19h, ça y est. Brest FC Nantes, ça c'est un match intéressant sur le papier, j'aime bien ce genre de rencontre. Vous savez mon amour pour le FC Nantes de Luis Castro, même si ça ne marche pas beaucoup sur ce début de saison. Et se déplacer à Francis Leblé, ça va être très 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 compliqué parce que le Stade Brestois s'est imposé 2-0 à Angers. Brest est allé prendre sa première victoire à l'extérieur de la saison. Brest a encore montré de très belles choses sur le terrain. J'ai un but à vous montrer parce que j'essaie de faire un petit focus chaque semaine sur un but. On avait fait Auxerre la semaine dernière, on va se pencher sur Brest quand même cette semaine parce que entre la semaine dernière et la victoire 4-1 contre Nice et cette victoire contre Angers 2-0, il y a quand même un homme qui est en lumière du côté du Stade Brestois depuis plusieurs semaines, mois. C'est Ludovic Ajorc, et je peux vous dire que sur le but de la Bolascari, l'ouverture du score, il est encore extrêmement important sur cette phase de jeu Ludovic Ajorc. Hop là, donc je me suis saisi d'Epic Pen, on va pouvoir analyser cette ouverture du score de la Bolascari. Donc nous avons un 6 mètres frappé par Couder. Non, c'était Mayeki, pardon, le but de Brest, qui était un peu plus rassurant que les dernières fois, mais bref. 6 mètres de Mayeki, on voit donc la position de Ludovic Ajorc qui est juste ici. Il va être gardé par l'alignement angevin qui est... Voilà, les 4 défenseurs angevins, ils sont ici. Nous avons la Bolascari qui est ici. Et nous avons, je crois que c'est Del Castillo qui est juste là, qui sont les 3 Brestois dans la partie de terrain angevine. C'est-à-dire qu'il y a 4 angevins contre 3 Brestois, on va pas compter les 2 ici. Et c'est ces 3-là qui vont participer entièrement à l'action. Parce que c'est eux qui vont amener le but brestois. Sur la deuxième image, hop, que j'ai saisi, paf, on a le ballon de déviation, donc le 6 mètres, Ludovic Ajorc au duel avec un défenseur. Vous avez mes super ronds, vous êtes content de les revoir, mes super ronds dégueulasses de Epic Pen. Mais Ludovic Ajorc va gagner son duel contre le défenseur angevin, donc il l'a fait sortir de sa ligne, donc il y a un intervalle ici entre le latéral angevin et le deuxième central du SCO. La Bolascari, il le sait que Ludovic Ajorc va gagner ce duel, donc il a déjà entamé sa course pour aller prendre l'intervalle qui a été libéré par le décrochage d'Ajorc, suivi par le défenseur angevin au duel. Del Castillo, il est là juste dans le dos là, mais il observe aussi la situation. Et donc ça, ce décrochage de Ludovic Ajorc, le fait de gagner le duel, et la Bolascari qui le sait et qui va se projeter dans cet intervalle là, c'est ça qui va amener le but du Stade Brestois, puisque derrière, Del Castillo va gratter ce ballon dévié par Ludovic Ajorc. Vous voyez donc les deux ici compèrent, le défenseur central Langer et Ajorc qui sont en duel, mais du coup ils sont plus du tout dans l'alignement. Il est très en retard du coup, le défenseur angevin, il a perdu son duel tout simplement. La Bolascari, lui, il continue sa prise d'intervalle entre le latéral qui n'a pas resserré et le deuxième central. Il a été lâché du marquage par initialement le latéral gauche d'Angers, qui le prenait au début de l'action au marquage, mais qui l'a lâché parce que la Bolascari est venu rentrer dans l'axe. Et du coup, forcément, cet intervalle-là, il le prend, il est servi dedans, il va, par la course, gagner son duel, aller face à Hervé Kofi et inscrire le but facilement du Stade Brestois, ouverture du score. Net, clair et sans bavure, c'est une action d'école, c'est une action made in Stade Brestois, c'est une action made in Ludovic Ajorc encore une fois, même s'il n'est pas ni passeur ni buteur décisif sur cette action, il est capital pour le Stade Brestois, très important dans l'exercice. Je suis impressionné par sa faculté, en fait, à Ludovic Ajorc. Depuis quelques semaines, il nous montre une palette qui est impressionnante, que ce soit dans le duel aérien, techniquement, dans la finition, dans la passe, dans la participation au jeu. C'est un œuf qui montre vraiment de très très belles choses de ce côté. Et Brest va être un client à domicile. Ils se sont un petit peu réveillés, les Brestois. Un Junior Diaz qui a quand même pris du galon en défense centrale, ça montre un petit peu plus de solidité du côté de Brest, qui était un peu le défaut en début de saison. Et je les vois faire le coup contre Nantes, du coup s'imposer parce que Brest à domicile va être très très chiant à jouer. Je vais mettre victoire 3-2. Tout de même 2 buts pour le FC Nantes qui marquent un peu plus que les dernières fois parce qu'offensivement c'est très compliqué pour Nantes sur ces phases-là. Depuis le début de saison, ils ont du mal à se provoquer des occasions, les Nantais. Même si le week-end dernier, ils sont quand même marqués 2 buts contre Toulouse, dans un match où ils auraient pu espérer mieux quand même les Nantais parce qu'il y a quand même de sacrés ratés.
Mais sur la prise d'initiative, ils montrent un peu plus de choses, c'est quand même un peu plus intéressant, offensivement parlant, parce qu'ils avaient du mal. Il y a des choses intéressantes du côté du FC Nantes. Si tu prends le 11, Anthony Lopez a encore été très bon. Ça, c'est vraiment un apport qui est important. Tati, il a quelques absences pendant les matchs, mais sinon tu sens que c'est très très bon. Ablin monte en puissance petit à petit, tu sens que petit à petit il va amener des choses, tu sais que sur l'ouverture du score de Louis Leroux, je crois que c'est lui qui fait un gros travail, là tu retrouves du Mathis Ablin quand même assez important. La perte de Yohan Le Penant, alors plus de peur que de mal je crois pour le FC Nantes, c'est ce que expliquait West France, pas de fracture comme cela a été redouté, donc ça c'est important pour Yohan Le Penant qui était blessé au tibia. Qui a passé des examens ce lundi, donc il va pouvoir reprendre tranquillement l'entraînement. Alors est-ce qu'il sera là contre Brest, enfin à Brest, je sais pas, mais c'est un élément qui est extrêmement important, qui se relance vraiment de manière assez monstrueuse du côté du FC Nantes. Moi j'aime beaucoup ce que fait Yohan Le Penant à Nantes. Sous Luis Castro, c'est un élément qui est extrêmement important. Mais je vais quand même voir Nantes craquer et perdre ce match-là. Alors par contre, ça va commencer à être chaud niveau classement, puisque Nantes est barragiste et que le calendrier du FC Nantes pour la suite de la saison, il est pas simple parce que c'est réception de Lille et c'est déplacement Paris FC, réception de Monaco et réception de Metz. Donc c'est un calendrier qui est pas simple et une défaite là mettrait peut-être Luis Castro dans une position assez compliquée, donc je ne l'espère pas pour lui, mais c'est vrai que ce FC Nantes-là ne montre pas forcément beaucoup d'allant, surtout à Brest, à Francis Leblet, je pense que ça va être compliqué. C'est pas que le FC Nantes ne montre pas des choses, il montre beaucoup de choses intéressantes, mais je pense que ce sera pas suffisant pour aller s'imposer à Francis Leblet. Passons au match du lundi, pas du tout lundi, du samedi, pardon, 21h05, c'est ce Auxerre-Lens sur le papier, ce match, c'est peut-être le match qui m'intéresse le plus, avec évidemment le Lille PSG, mais ce Auxerre-Nantes peut être un match qui peut être très sous-coté sur le papier, qui peut être extrêmement intéressant à suivre. C'est deux équipes qui sont très joueuses, qui montrent pas mal de choses. Alors la Auxerre s'est inclinée face au Paris Saint-Germain, on s'y attendait, ça allait être un match compliqué pour les Auxerrois, ils ont quand même montré des choses offensivement, ils ont tué le poteau, ils ont eu des occasions, etc. Mais bon, perdu face au PSG, le PSG est au-dessus en Ligue 1. Par rapport à la Auxerre, c'est pas étonnant, mais la Auxerre peut se baser sur des choses quand même intéressantes. Il n'y a pas suffisamment de points qui rentrent dans la musette, 6 points en 6 matchs. Pas beaucoup pour les Auxerrois qui n'ont gagné que 2 rencontres, qui ont perdu les 4 autres, mais tu as quand même des éléments et des certitudes sur lesquels Christophe Pélissier peut s'appuyer, je pense, et que ce match contre le RC Lens va être vraiment extrêmement intéressant parce qu'ils ont un coup à faire, les Auxerrois, face à un RC Lens qui, lui, par contre, magnifique, hein, magnifique à voir jouer. Alors, contre Rennes, ils accrochent le match nul, ils sont à 10 contre 11, mais tu t'es posé la question pendant 90 minutes de quitter à 10 et quitter à 11. On en reviendra quand on parlera du Stade Rennais. Mais ce RC Lens-là a montré vraiment de très très belles choses avec un Florian Thauvin en canne. Donc ça fait plaisir. À voir, lui qui a reçu une pré-convocation pour l'équipe de France. Donc ça aussi, ça va être extrêmement intéressant. Mais ce RC Lens-là, il montre vraiment de très belles choses avec Pierre Sage. Il y a vraiment... Alors il manque cette expérience, cette efficacité dans le secteur offensif. En même temps, c'est des jeunes joueurs, donc ça se voit. Mais quand même, sur le papier, ça montre de très très belles choses. Et j'ai envie de dire que ce match Auxerre-Lens peut nous offrir vraiment une très très belle partie de foot. Et je vais mettre un match nul 2 buts partout. Voilà, c'est mon match nul 2 buts partout de la semaine. C'est ma rencontre explosive c'est la rencontre champagne, on va dire, de la semaine. J'arrive pas à décider entre deux équipes que j'aime bien voir jouer. Mais je vais mettre match nul entre ces deux formations, même si je pense que Lens part un petit peu favori forcément sur le papier. À voir comment se comportent les Lensois et à voir qui remplacera Jonathan Grady dans l'axe dans cette défense. Du côté des hommes de Pierre Sage, Lyon-Toulouse, c'est première affiche du dimanche à 15h. L'Olympique Lyonnais qui est en mode Atlético Madrid, efficace, solide défensivement, très chiant à manœuvrer, mais l'Olympique Lyonnais s'est trouvé une nouvelle formule pour s'imposer et prendre des points de manière assez importante. Ils ont été dominés par Lille. Le LOSC n'a pas été très efficace non plus. Ils ont été très gentils, les Lillois, quand même, contre Lyon en termes de finition, en termes d'occasion. Voilà, mais Lyon a été extrêmement efficace. Lyon a été dominé en deuxième mi-temps, 0,09 XG pour les Lyonnais, seulement 3 petites frappes, 0 cadré, mais ils ont fait le job avant en marquant en première mi-temps grâce à Tyler Morton. Donc c'est vraiment un Lyon froid, efficace, défensif, fourbe aussi dans le vice, notamment avec Tagliafico. Je pense que c'est insupportable de jouer contre Tagliafico, mais quand tu l'as avec toi, c'est quand même vachement pratique. C'est un mec qui peut faire vriller quand même certains adversaires, je pense. Maintenant, on parle de Lyon-Lille, je suis obligé d'évoquer l'arbitrage. 44 fautes sifflées dans ce match, plus au total dans un match de Ligue 1 depuis le 5 février 2020. C'était un Nîmes-Dijon à l'époque.
Donc on salue les Lillois, les Nîmois et les Dijonais. Mais c'est un match catastrophique de Mathieu Verny, je suis désolé, tu siffles à chaque fois qu'un joueur tombe. Alors c'est vrai que dès que le mec tombe, aussi si les joueurs tombaient moins et jouaient moins de ça, peut-être qu'ils siffleraient moins, mais il y a quand même des faits de jeu qui sont quand même assez compliqués à siffler, ça coupe le jeu tout le temps, le match il est haché. C'était affreux quand même, t'avais plusieurs fois où tu te dis il pouvait laisser jouer, et il l'a pas fait, et c'était vraiment relou. Donc regardez, c'était vraiment chiant. Parce que t'étais coupé non-stop dans ce match-là, et tu pouvais pas suivre de manière fluide, et il n'y avait pas d'action de jeu depuis 1 minute 30, c'était trop chiant. Donc ça a gâché un petit peu le plaisir du dimanche, mais bon, c'est pas grave. Lyon va recevoir Toulouse, je vais voir Lyon s'imposer. Toulouse traverse une période un petit peu compliquée en ce moment, je crois. C'est pas simple pour le TEF, qui n'a plus gagné depuis la 2e journée, où ils avaient fait quand même un très très bon début de saison. Alors ils n'ont pas joué non plus des peintres, hein, parce que tu joues le PSG, tu joues Lille, tu joues Auxerre, tu joues Nantes. Le déplacement à Lyon va être compliqué, mais derrière tu reçois Metz et tu vas à Monaco. J'ai envie de te dire, ces 2 matchs-là, tu peux prendre des points quand on voit le niveau de Monaco. Contre Lyon, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Je pense que Lyon peut être un petit peu bougé par Toulouse cependant. Mais je vois bien Lyon s'imposer encore une fois un petit peu de manière tranquille. C'est-à-dire le 1-0, peinard, un peu à l'expérience, où les Lyonnais vont être froids, fourbes, défensivement très solides. Dominique Griff a encore été très très bon contre Lille. Il n'a pas grand chose à faire, mais quand il a des arrêts à faire, il les fait. Et ils sont faits de manière assez magistrale. Donc va pour la victoire lyonnaise 1-0, et puis on va pouvoir enchaîner sur un Le Havre-Rennes de ce multi Ligue 1 de 17h15, triplex du dimanche à 17h15. Le Havre-Rennes. Donc le Havre, on en a parlé un petit peu contre Metz. Ils ont accroché le point du match nul contre un concurrent direct. Et le Stade Rennais, lui, a accroché le match nul contre le Racing Club de Lens. Mais alors le Stade Rennais, il faut en parler. Dans le jeu, qu'est-ce que c'est poussif, qu'est-ce que c'est lourd, qu'est-ce que c'est compliqué à avoir des bonnes perspectives pour le Stade Rennais. Quand tu vois l'ambition, quand tu vois le club, quand tu vois les moyens déployés, quand tu vois le mercato, ne peux pas se satisfaire de ça pour le Stade Rennais, c'est trop peu. C'est trop peu dans la proposition avec ballon, c'est trop peu dans la proposition sans ballon. Il y a eu des joueurs qui sont passés à côté de leur match, certes. Seko Fofana c'est un petit peu éteint, j'avais loué son très, très bon début de saison. Là, depuis quelques rencontres, c'est compliqué. Devant Brel Mbolo, on va laisser le temps d'adaptation, mais c'est dur. Mbolo, c'est dur. C'est très compliqué. Quentin Merlin s'est fait mélanger toute la rencontre par le RC Lens. Esteban Le Paul a eu quelques occasions, mais il n'a pas transformé. Heureusement que tu as Brice Samba qui fait quand même certains arrêts, parce que sinon tu peux repartir bredouille du Rosen Park. Ludo Blas, il était un petit peu mangeur de ballon quand même sur ce match-là contre le Racing Club de Lens. La proposition d'Habib Beye en termes de jeu, franchement, ça fait quelques matchs où il prend une leçon en fait. Il prend une leçon tactique. Moi je trouve que Rennes, alors sur l'approche des débuts de rencontre, est plutôt intéressante. Moi je trouve que c'est dans la lecture de jeu où Habib Beye se fait bouffer dans les matchs. C'est quand l'entraîneur en face va proposer quelque chose d'autre, va s'adapter, va changer de système, va changer d'animation, va amener un changement, etc. Habib Beye se fait bouffer complet depuis quelques matchs. C'est très très compliqué pour le Stade Rennais. Dans ces changements, il n'y a pas d'impact. Aussi, dans la lecture du jeu, c'est compliqué. Donc forcément, Rennes propose pas grand-chose. Sort de 2 points en 2 journées. Alors oui, il ne perd pas, mais il ne prend pas non plus masse de points, mais surtout dans le contenu où c'est compliqué. Alors oui, ils sont toujours dans la course, ils sont 8e, avec 9 points, entre guillemets, ils ont 3 points de retard sur Marseille. Mais franchement, dans le contenu, tu peux pas être satisfait de ça. Habib Beye est très critiqué, je peux comprendre. Maintenant, à Rennes, il faut plus que tacter l'entraîneur. Je suis d'accord sur le fait qu'Habib Beye a ses responsabilités. Il n'y a pas eu vraiment de progression entre le moment où il a pris l'équipe en fin d'année dernière et ce début de saison, même si on va attendre que le mercato prenne. Mais bon, à Rennes, directeur sportif, depuis quelques années, c'est pas bon. La direction, elle est brinque-ballante. Ton actionnaire, il met les thunes, mais t'as l'impression qu'il se fait un peu bijonner, il est pas trop là. Rennes, on dirait un petit peu la belle endormie, quoi. Ça rompiche tranquillement, mais dans le résultat, c'est très pauvre, donc c'est vraiment dommageable. Et je pense que contre le Havre, ils peuvent se faire surprendre. Je vais quand même partir sur un match nul, un bon un partout, parce que le Havre peut accrocher chez soi, peut faire mal chez soi. Ils ont montré quand même de belles choses, les Havrais, donc c'est intéressant. Donc je pense qu'ils peuvent accrocher ce Stade Rennais qui est vraiment
peu convaincant depuis le début de saison en termes de jeu, je parle. Passons au match suivant, tranquillement. C'est un... Hop, là, je me sors l'affichage parce que je ne vois rien. C'est Monaco-Nice. Ah, merde. J'ai pas envie de le voir, ce Monaco-Nice. Il me donne pas envie de le regarder. Quand on voit le niveau des deux équipes, Monaco est horrible. Alors pourtant, ils sont 4e du championnat. En point de vue comptable, ça va. Point de vue du jeu, c'est quand même affreux. C'est-à-dire que contre l'Orient, alors il y a le carton, alors le rouge de Kerrer, pardon, le deuxième jaune, il est scandaleux, il n'y a absolument pas carton. Mais finalement, t'es réduit à 10, et d'ailleurs, tu proposes rien. Devant, Mika était inefficace, Minamino est inefficace. Au milieu de terrain, t'es obligé Adducteur est obligé de construire sur des œufs parce que t'as pas grand chose à te mettre sous la dent. Pour Monaco, t'as trop de blessés, t'as énormément de blessés, encore une fois. Alors avant leur match de Ligue des Champions contre City, j'ai très peur avant ce match de Ligue des Champions contre Manchester City parce que c'est pas rassurant Monaco et que City l'est un peu plus quand même. T'as ce match contre Nice où Adducteur peut être sur la sellette, c'est le Parisien qui sortait ça aujourd'hui. Et tu comprends finalement, mais Monaco a pas voulu investir sur le mercato parce qu'il fallait réduire la voilure, l'investisseur n'est plus là, il veut vendre le club. Mais par contre, tu fais un mercato de paris. Alors moi, dans ce genre de situation, je ne sais pas pourquoi tu fais un mercato de paris. Quand tu veux faire des paris, tu paries avec un effectif qui est stable, tu paries avec un effectif qui est bien construit, tu paries pas sur un effectif où tu sais que ça va changer, tu sais que tu vas avoir des départs importants. Philippe Cohn dans les buts, c'est pas rassurant. T'as pris Lucas Radecki, il est blessé, t'as pas de chance, très bien. Terrain suspendu, t'as des gars qui sont pas bons. Eric derrière, c'est compliqué, alors faut qu'ils se mettent dedans. Et va falloir se mettre un petit peu plus au niveau. Denis Zakaria est blessé, Pogba est toujours pas là. Golovin est blessé, au milieu de terrain, t'as plus personne. C'est la déchéance. Et devant, c'est quand même pas fameux. T9 ne marque pas, parce que tu marques pas beaucoup de buts. À part contre Metz, mais contre Metz, c'est quand même l'arbre qui cache la forêt, le résultat, quand même, parce que le contenu était pas bon. Et mine de rien, c'est quand même pas rassurant. Et Adducteur, cette équipe n'a pas progressé depuis qu'il l'a pris il y a 3 saisons. Et t'as des matchs piégeux, dont ce match contre Nice. Alors Nice, c'est pas non plus fameux en termes de contenu et de résultats. Ils ont été accrochés par le Paris FC à domicile, mais ça a été quand même poussif dans l'ensemble pour cet OGC Nice, même si t'as quand même des choses à te mettre sous la dent, t'as quand même des joueurs qui font leur match. Mais le problème de l'OGC Nice, c'est qu'à l'image de son trio offensif, Sofiane Diop, Terren Mofi, Mohamed Ali Chaud, et même plus loin Jérémy Boga, cette équipe est inconstante. Cette équipe est inconstante dans un match, cette équipe est inconstante en enchaînant les matchs, et c'est des joueurs aussi qui composent cet effectif qui ne sont pas réguliers offensivement, et donc ça c'est très compliqué. Alors Terren Mofi, c'est un début de saison catastrophique, son retour des croisés il est très compliqué, mais Sofiane Diop, Mohamed Ali Chaud et Jérémy Boga, c'est des joueurs qui doivent être plus consistants dans ce qui t'amène, donc forcément ça va être compliqué. Kevin Carlos, moi je connaissais pas, les supporters de Bâle sur les réseaux sociaux qui piquaient que le mec était pas très efficace. Bon, il a fini sur le banc. Isaac Johnson, tu l'as payé 10 millions. On va laisser tranquillement faire, mais c'est un peu tendre pour 10 millions d'euros. Donc c'est vrai que, bon, Francaise n'a pas non plus gâté par un effectif très qualitatif. Est-ce que lui aussi peut sauter? Je sais pas, mais ça va être mon coup de la journée. Ça va être Nice qui va aller s'imposer dans le derby. Ils ont toujours du mal, Monaco, dans ces derbys-là. Et je vais mettre la victoire de l'OGC Nice parce qu'ils m'ont, même s'ils montent pas grand-chose, ils montent toujours plus de choses que Monaco. C'est un match qui me donne... En fait, je pense que ça peut être le cirque Pander, ce match, franchement. On peut se régaler. Nice qui va jouer contre Fenerbahçe en Coupe d'Europe jeudi, donc demain. Bon, les deux équipes peuvent se faire bouger en Coupe d'Europe. Je pense qu'on peut bien rigoler dimanche, parce que ça peut être un match qui peut être sous tension, mine de rien, pour les deux coachs. Mais c'est pas un match qui va me régaler. Je vais mettre victoire 1-0. Allez, un match quand même un spectacle. Victoire 3-1 de Nice. On va quand même mettre une grosse victoire de Nice. Et puis on va enchaîner sur le dernier match du multi. C'est Strasbourg-Angers. Strasbourg va découvrir la Conference League ce jeudi contre le Slovan Bratislava du côté de la Slovaquie. Strasbourg a été battu par l'Olympique de Marseille et va recevoir le SCO d'Angers qui a été battu par le Stade Brestois. Donc Strasbourg, deuxième réception consécutive en championnat. Strasbourg doit s'imposer pour reprendre des points et reprendre une certaine marche en avant, mais c'est un match qui est assez piégeux parce qu'Angers, mine de rien, il tente le SCO. Tu peux pas dire que voilà, l'action du jeu, il fait avec les moyens du bord. L'équipe est très jeune, pour le maintien c'est très compliqué, mais tu as des joueurs qui montrent quand même de belles choses. C'est difficile pour le SCO, mais il faut s'accrocher. Le petit Peter montre des choses intéressantes, mais pareil, il est dans le dur. Hervé Kofi fait un très bon début de saison. Iman Abdelli va revenir tranquillement, je pense, à son niveau. Il faut qu'il remonte en puissance. Physiquement, il faut qu'il se mette au pas. Mais c'est vrai que pour Angers, ça va être très compliqué. Et puis le calendrier, c'est un enfer. Hein. C'est Strasbourg, c'est Monaco, c'est Lorient, c'est Marseille, c'est Lille.
c'est Auxerre, c'est Toulouse, c'est Lens. Jusqu'à début décembre pour Angers, c'est rude. Le calendrier pour Strasbourg, c'est ton dernier match contre un concurrent pour le maintien. Derrière, c'est les Paris, Lyon, donc c'est des gros. Et tu vois cet enchaînement avec la Conférence League, donc à voir comment Strasbourg va réussir à enchaîner, mais je les vois s'imposer quand même contre Angers. Parce que malheureusement, le SCO d'Angers, l'effectif est trop limité, malgré les choses qu'ils montrent. Ils ont du cœur, les Angevins, et je pense que ça suffira pas contre Strasbourg, qui à domicile va devoir reprendre sa marche en avant. Hop, je remets sur mes pronos MPP. Je vais mettre un petit victoire 3-1 du Racing Club de Strasbourg aussi. Voilà, on va mettre victoire 3-1 des Strasbourgeois, et on va pouvoir passer au dernier match du dimanche soir. C'est le LOSC de Bruno Genesio qui sera suspendu contre le Paris Saint-Germain, de Luis Enrique. Et sa clavicule en moins. Je sais pas s'il a rétabli de la clavicule ou si c'est Enrique, je crois, je ne sais plus. Le PSG, j'ai pas vu son match en Ligue des Champions. Lille, j'ai pas vu son match en Europa League, tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore passés au moment où j'enregistre cette vidéo et au moment où vous voyez cette vidéo normalement, si j'ai bien fait mon travail. Et ça, c'est un autre problème. Le PSG, donc, a fait le jeu contre Auxerre, Lille a perdu contre Lyon, mais ils ont quand même montré de très très belles choses, et j'ai peur que en fait, Lille ait un peu la même maladie que contre Lyon, c'est-à-dire problème d'efficacité, trop gentil face au but. C'est-à-dire que quand tu prends la rencontre contre l'OL, ils ont énormément d'occasions, c'est Lillois. Par le retour d'ailleurs de Lucas Chevalier à Pierre Mauroy. Mais un Félix Correa, un Fernand Pardo a eu trop de déchets dans la finition. Pareil pour Haraldsson, ça a été assez compliqué. Alors est-ce que Boadi doit finir le match? C'est un autre débat. Mais c'est vrai que ce Lille-là a été trop gentil face à Lyon, et j'ai peur qu'ils soient trop gentils face au PSG, que du coup ça leur coûte cher. Pourtant ils ont été très bons dans le jeu, dans ce qu'ils ont proposé, dans l'animation. Encore une fois, le côté Verdon, Fernandez Pardo à gauche, c'est assez intéressant. Ngoy est toujours aussi solide défensivement. Voilà, il y a des choses que ce LOSC montre, c'est très intéressant, mais j'ai peur que ça suffise pas face au PSG, qui est une défaite 2-1, quelque chose comme ça, pour conclure cette 7ème journée de Ligue 1. Voilà, victoire du Paris Saint-Germain. C'est très peu original de ma part, mais on va enchaîner sur une petite victoire de 1 du PSG. On va pouvoir toucher un petit mot Ligue 2 avant de conclure tranquillement cette petite vidéo d'une 30aine de minutes. Je me mets sur la Ligue 2 et on pourra enchaîner, parce qu'il s'est passé des choses également du côté de l'antichambre de la Ligue 1. Ça, j'ai mis le national, je me suis trompé, tac, et je vous affiche mon écran de suite pour parler de la Ligue 2. Paf, le championnat de Ligue 2, avec donc une journée qui aura lieu vendredi. Le Mans 3, ça va être intéressant. Montpellier-Saint-Etienne, évidemment, ça sera suivi. Stade de Reims-Grenoble, évidemment, ça sera suivi. Voilà, il y a plein de matchs intéressants. Il y aura un Rodez Red Star samedi. Alors, je sais pas ce qu'ils ont foutu Transfermarkt dans l'affichage, on n'a aucune heure qui est correcte, mais c'est pas grave. Saint-Etienne a subi sa première défaite de la saison samedi soir face à Guingamp. J'ai envie de dire, Saint-Etienne n'a manqué de rigueur, manqué de rythme, manqué d'intensité dans cette rencontre. Ils se sont fait piéger par des Guingampais qui ont été opportunistes. Les événements de fin de match, Saint-Etienne les a condamnés sur les réseaux sociaux. C'est important de lutter contre ça. 3, et du coup, par définition, après la première défaite de Saint-Etienne, nouveau leader de Ligue 2. Et 3, qu'est-ce que c'est intéressant, on les attendait bien cette saison. On avait, dans la tirage de début de saison, on les avait mis dans le top 5. Bah, et pour l'instant, ils sont leaders et ils vont être à la lutte pour la montée directe, parce que c'est très cohérent ce que proposent les stacks depuis le début de saison. Franchement, vraiment très très intéressant. Le Pau FC continue sa marche en avant aussi, et de grappiller des points, 17 points pour les Palois après 8 journées, 3ème de Ligue 2, c'est très important, tout comme le Red Star, et chercher une victoire importante à Boulogne. C'est beaucoup Franck Giovagnac, magnifique. Encore une fois, sacré joueur de Ligue 2 lui aussi. Boulogne qui a pu être mis un petit peu dans la partie grâce à Gaëtan Poussin et sa petite bévue. Mais tu sens que Fabien Dagneau a trouvé un petit peu sa formule, a trouvé un petit peu sa compo du côté de Boulogne, a trouvé un petit peu ses titulaires. Ça montre beaucoup plus de choses qu'au tout début de saison. Les Boulonnais, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Mais forcément, le temps de se mettre dans le bain avec la transition Ligue 2, National Ligue 2 qui n'était pas vraiment prévue, etc. Tu comprends qu'ils ont eu un début de saison un peu plus compliqué. Mais Boulogne va être un candidat à accrocher pour le maintien. Ils vont pas être tant largués que ça, je pense, parce qu'ils montrent quand même certains éléments intéressants. Et on leur souhaite aux Boulonnais de pouvoir se mêler à la lutte pour le maintien et de se maintenir en Ligue 2. Voilà pour le petit mot Ligue 2. N'hésitez pas aussi à vous manifester dans les commentaires, à faire vos petits pronos pour cette journée de Ligue 2, tout comme celle de Ligue 1. Ce fut une vidéo assez tranquille, assez posée. Vous pouvez la retrouver sur Twitch pour faire du contenu assez posé autour de Football Manager, sur TikTok, sur Spotify. Vous avez la vidéo Rugby Top 14 pour ceux qui suivent le ballon ovale qui est sorti hier, donc n'hésitez pas. Et moi je vais vous retrouver tranquillement la semaine prochaine. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end de football. Ciao tout le monde.